si Macron ne veut pas, nous on est là. Bravo mes camarades! L'heure des travailleurs est pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Mes camarades, vous êtes prêts pour cet après-midi, pour la fin qui arrive, la fin de ce congrès. Alors mes camarades, je vous demande d'applaudir, je vous demande d'applaudir à fond, je vous demande d'applaudir longtemps, je vous demande d'applaudir vite pour la fin de ce congrès. Bravo Rémi, merci Emma, bienvenue Olivier. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, de me faire l'honneur de ta présence aujourd'hui. Et je t'invite tout de suite à me rejoindre sur scène pour quelques mots. Ouais! Chers camarades, je suis tellement heureux d'être présent à votre deuxième congrès. Et pour tout vous dire, pour rien au monde, je n'aurais raté ce moment. Et je vais vous dire pourquoi. Je regarde Emma, je la vois là, sagement assise à côté de Rémi. Je vous vois tous, toutes et tous, si nombreux. Et je repense à ce moment, Emma, où pour la première fois nous nous sommes rencontrés, où tu m'as dit que tu étais prête à relever ce défi impossible, une organisation dont il ne restait rien, ou si peu, qui avait fait parler d'elle dans la presse, mais mal. Et tu m'as dit, je suis prête. Je te voyais là, toi, toute jeune, timide, presque effacée. Et je me disais, on fait un drôle de pari avec toi. Est-ce que tu seras à la hauteur? Est-ce que tu relèverais tout cela? Mais j'ai eu confiance parce que je voyais que derrière cette timidité, il y avait déjà l'expression d'une détermination. Quelque chose de puissant, quelque chose que rien ne peut arrêter. Et je vois ce que vous avez produit ensemble avec ton équipe. Je vous vois aujourd'hui, première organisation de jeunesse à gauche. Je vous vois conquérant. Je vois ces amphithéâtres que je parcours avec vous dans toute la France. Et je vois que partout, vous avez réussi à retrouver une confiance que nous avions perdue. Vous avez su, par vos combats, marquer nos territoires, faire en sorte que nous puissions à nouveau être entendus par ces jeunesses qui, jusqu'ici, considéraient que socialiste était synonyme de traître. Et donc, oui, je suis heureux et fier d'être là parmi vous, heureux aussi d'assister à ce moment de transition. Nous sommes une longue chaîne,
une longue chaîne qui part de Jean Jaurès. Et nous sommes toutes et tous appelés à un moment ou à un autre à céder la place. Et je sais ton émotion, Emma. Mais je sais aussi que quand on transmet et qu'on sait que les choses se perpétueront après soi, qu'elles se prolongeront, qu'elles seront animées de la meilleure des manières, eh bien on n'a pas peur, on n'a pas de regret, on a une émotion qui nous saisit, mais on sait aussi que ce que l'on a semé va se prolonger après nous. Et donc, cher Rémi, toi qui vas avoir l'honneur de prendre maintenant la tête de ce grand mouvement, je te souhaite aussi le même succès, la même chance, la même envie, la même force, le même courage, la même détermination. Et je sais que tu les as. Je sais qu'avec toi, l'homme du Nord, nous chanterons, au-delà de la jeune garde, nous chanterons les corons et nous saurons puiser dans cette histoire longue eh bien, la force de votre génération. Mais je vais y revenir. Je vous regarde donc et en réalité, Rémi, je dois te dire que je suis un peu jaloux. Jaloux de ton score. De ta jeunesse aussi, mais au fond, je savais qu'elle passerait. Mais de ton score, ça, j'avoue que je reste évidemment saisi par cette capacité à embarquer, à créer aussi les conditions de l'unité. Voilà, chers camarades, je vous regarde et je me sens déjà un peu plus jeune. C'est contagieux, la jeunesse. En tout cas, ça devrait l'être. Il y a bien sûr des jeunes qui ont oublié de l'être, qui n'ont jamais eu le temps de l'être, qui ont décidé d'être vieux avant même d'avoir épousé les combats de la jeunesse. Je pense à un jeune homme devenu ministre très tôt, devenu Premier ministre trop tôt, qui a multiplié les marqueurs traditionnels de la droite, envoyé des cartes postales aux conservateurs et à l'extrême droite, et avec le SNU, l'uniforme à l'école, l'abaya comme unique motif de redressement de l'école, désormais devenu président de groupe, la justice pour les mineurs comme premier combat, criminalisé plutôt qu'émancipé. Je sais que ce n'est pas la vision que vous portez, mais je crains que ce soit la vision que porte celui-là. Je pense à Gérald Darmanin, plus si jeune, mais pas encore vieux, qui n'a trouvé d'autres qualifications aux jeunes qui se battent pour défendre le climat, notre environnement, notre biodiversité, de les traiter d'éco-terroristes. Celui-là même qui aujourd'hui empêche les étudiants de se mobiliser, de s'exprimer contre le génocide mené par Benyamin Netanyahou à Gaza. Mais je le sais aussi, malgré les coups de canif portés aux libertés publiques, à l'état de droit, jamais le pouvoir, ce pouvoir, ces pouvoirs ne pourront déloger vos consciences. Nous avons un président de la République qui a aussi fait assaut en direction de la jeunesse et qui, dans un premier temps, l'a séduite. Mais il est un président qui, avec les mesures qu'il a prises année après année, est un président qui a oublié sa jeunesse. Celui qui a baissé les APL, mis en place Parcoursup, qui conçoit les jeunes comme un simple flux, les plongeant dans l'angoisse et l'incertitude. Ce président qui a oublié ce combat pour la santé mentale, qui a opéré une saignée dans le budget des universités, quand dans le même temps, il appelle les chercheurs américains dans cette campagne Choose Europe for Science, qui les appelle à venir nous rejoindre en France. Alors, votre devoir n'est pas de vous assimiler, mais de continuer à bousculer les mauvaises habitudes et de regarder aussi, parfois, ce que nous ne voyons plus. J'avais 30 ans, il y a maintenant longtemps,
Et j'ai à l'époque écrit un livre qui s'appelle « Le bruit du tic-tac », inspiré d'une citation d'Hannah Arendt que je voudrais vous lire, parce qu'elle a inspiré celles et ceux qui, avec moi, dans notre génération, avons entamé un combat contre ces thèmes que nous jugions orphelins, comme les maladies orphelines, ces thèmes que nos aînés ne reprenaient pas, ne comprenaient pas souvent. Cette citation, je vous la livre. « L'avenir est comme une bombe bénéfique ou maléfique, au mécanisme d'horlogerie profondément enfoui, mais dont le tic-tac résonne dans le présent. Les jeunes générations sont, plus que les autres, celles qui entendent le bruit du tic-tac. » Eh bien, chers camarades, soyez effectivement celles et ceux qui entendent ce bruit du tic-tac, qui sont les lanceurs et les lanceuses d'alerte, celles et ceux qui ne se résignent jamais. Soyez les étoiles qui éclairent dans l'obscurité d'un monde qui gronde. Mettez en lumière ce que nous refusons de voir. Je pense par exemple aux épreuves que votre génération a traversées avec les années Covid. Ce mal-être, cette santé mentale que vous ne masquez pas. Ce n'est plus un tabou, vous dites les choses et vous avez raison de les dire. Il est urgent que tout le monde s'empare de cette question. Comment soulager les jeunesses de ces souffrances psychiques, de l'angoisse d'un monde en guerre et de l'angoisse de l'effondrement climatique. J'adore cette phrase, cela vous étonnera peut-être, de cette grande penseuse qui est Lady Gaga. Ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas être exactement ce que vous êtes. Voilà, c'est notre mission à nous, vos aînés, vous aider à devenir ce que vous êtes. Il faut toujours écouter les artistes. Ils ont des choses à nous dire. D'ailleurs, en ce moment, se déroule le Festival de Cannes. Et j'avoue avoir été saisi par le fait que ce sont eux, les artistes, les paillettes, celles et ceux dont on imagine qu'ils vivent reclus dans un monde doré, et c'est sans doute le cas. Mais ce sont eux qui, avec Robert De Niro, ont alerté sur ce qu'est la présidence Trump. Et eux qui organisent, premier d'une cordée, la meilleure de toutes, celle de la culture, du monde de la culture, qui riposte face à tous ceux, fascistes, libéraux, réactionnaires, qui veulent mettre à bas la culture, la transformer en simple marchandise et faire taire la résistance des artistes. Eh bien, je les salue comme vous devez les saluer et élever nous-mêmes la voix, comme celles et ceux qui, artistes là aussi, ont écrit cette tribune, de celles et ceux qui ne se résolvent pas à voir ces milliers de morts à Gaza. J'ai pleuré avec Israël le 7 octobre. Je pleure encore sur ceux qui sont retenus dans les geôles du Hamas. Et rien ne nous fera oublier cette attaque terroriste contre un État refuge pour celles et ceux qui ont vécu l'enfer de la Shoah. Je n'oublie rien de notre histoire, je n'oublie rien de ce peuple d'Israël qui mérite de vivre en sécurité et en paix. Mais je le dis aussi, comme nous l'avons dit au lendemain du 7 octobre, que le peuple palestinien ne mérite pas une punition collective, qu'il ne mérite pas cette vengeance aveugle qui condamne les innocents, les femmes, les enfants, et qui aujourd'hui les affame et utilise la famine, la nourriture comme simple arme de guerre. Alors oui, nous sommes de celles et ceux qui appelons le monde à faire respecter le droit international de Gaza à Odessa, de Zaporijjia au Yémen, du Yémen au Soudan, du Soudan à la République centrafricaine, bref, partout dans le monde. Nous avons la même voix, la même exigence, celle d'un monde qui accepte de vivre selon des règles que nous avons forgées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui ne mérite aucune exception. Il est là notre combat, celui que nous mènerons avec détermination sans jamais nous arrêter. Et je sais, Emma, que c'est le combat que tu mènes désormais comme députée européenne. À Blois,
avant ces élections de 2024, ton bureau national était venu à ma rencontre me saisir d'une exigence, me disant « Les jeunes, on en parle comme des colleurs d'affiches, des distributeurs de tracts, mais tu sais qu'ils peuvent aussi parler. Ils peuvent aussi défendre des convictions. Et nous exigeons de toi qu'il y ait au moins un ou une jeune députée socialiste dans le prochain hémicycle européen. Désormais, Emma, tu ne seras plus présidente comme tu as aimé tant l'être des jeunes socialistes, mais tu seras celle qui fera résonner leur voix au Parlement européen. Tu seras comme vice-présidente de la commission culture, celle qui organise la culture comme une véritable arme de défense, un bouclier contre ceux qui veulent abattre nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Je sais aussi la précarité de la jeunesse. Bien sûr, la jeunesse est toujours une époque que l'on dit désargentée. Mais il y a un écart entre être désargenté et avoir le ventre vide. Je n'en peux plus, comme vous, de voir ces files étudiantes devant les Restos du Cœur ou les banques alimentaires. J'étais, il y a 2 jours, à Grenoble, avec celles et ceux qui viennent d'ouvrir une épicerie solidaire pour ces jeunes. Ils sont déjà, au bout de 6 mois, 800 à fréquenter cet établissement. Ils évaluent à peu près à 1500 le nombre futur de bénéficiaires dans un pays qui figure parmi les 7 puissances économiques mondiales. Eh bien, non, ce n'est pas tolérable. Oui, c'est honteux qu'un quart des jeunes ne mangent pas à leur faim, que la moitié des pauvres en France ait moins de 30 ans, et que le président de la République ait eu l'autre soir pour seule réponse son impuissance, alors même qu'il a évoqué pendant 3 heures sur TF1 sa politique. Pas de réponse sur le logement, sur la santé, sur les services publics, mais un refus net de la taxe Zuckman, de l'ISF climatique, de toute proposition allant vers plus de redistribution, d'égalité, de solidarité et de protection du vivant. Alors, chers camarades, nous avons devant nous des batailles à remporter, celle sur le mal logement des étudiants, sur ce parc privé trop cher, des moyens inadaptés qui rognent évidemment ensuite sur leur reste à vivre et sur leurs besoins vitaux. Au-delà des étudiants, je pense à celles et ceux qui ont quitté leur scolarité trop tôt. Et c'est la raison pour laquelle, il y a 1 an, j'ai écrit ce livre sur le capital républicain, pour permettre de donner une seconde chance à toutes celles et ceux qui n'ont pas la possibilité d'entrer dans l'enseignement supérieur. Je sais aussi votre angoisse climatique. Je sais que votre génération risque d'être celle qui connaîtra en France plus 4 degrés, les espèces éradiquées, la biodiversité saccagée, les océans pillés, les sous-sols fracturés, l'eau comme un luxe qui va inévitablement manquer. Je sais que tout cela n'est pas simplement lié, n'est pas du tout même lié à un châtiment divin. Il ne s'agit pas d'une des 7 plaies d'Égypte que Dieu, dans sa colère, aurait adressée à la France et au monde. Non, il s'agit d'une punition qui nous est infligée par nous-mêmes, ou plus exactement par celles et ceux qui ont pour seul guide l'avidité, le profit, la volonté d'accumuler toujours plus quand on a déjà tout. À combien estimez-vous que l'on a suffisamment d'argent? J'ai, dans tous les débats auxquels j'ai l'honneur de participer, toujours à cœur de rappeler ce chiffre de Thomas Piketty. En 7 années, les 500 familles les plus riches de France ont un patrimoine qui a doublé. Alors, pour une famille normale, le patrimoine, c'est au mieux 100, 200 000, 300 000 euros. Non, là, on parle d'un patrimoine de 600 milliards d'euros
qui est passé à 1200 milliards d'euros. Et maintenant, c'est aux jeunes précaires que l'on propose de venir diviser leurs droits sur l'assurance chômage. C'est aux retraités à qui on demandera demain de venir retrancher une partie de leur retraite. C'est aux malades à qui on dira qu'il faudra qu'ils aient des restes à charge plus importants, que les franchises médicales soient plus élevées pour leurs consultations, pour leurs médicaments. Et tout cela au nom d'un ruissellement dont personne n'a jamais vu la trace. Ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Alors oui, vous avez raison d'engager les luttes et de faire en sorte de mêler le combat socialiste au combat écologiste. Vous l'avez porté pendant les élections européennes, vous le portez avec nos élus dans les municipalités. Et oui, nous engagerons cette bifurcation écologique et nous irons déranger les ultra-riches. Nous irons les déranger parce que nous savons qu'il y a aujourd'hui non pas un argent qui travaille, mais un argent qui pollue, un argent prédateur, un argent qui s'arroge nos vies comme il s'arrange nos paysages, nos climats, nos territoires. Et nous mêlerons ensemble la question sociale et la question écologique, parce que ce sont les mêmes prédateurs, ceux qui ont pour seule logique le profit, et ce sont les mêmes victimes, celles et ceux qui aujourd'hui peinent au travail, mais qui sont aussi victimes de la malbouffe, qui sont soumis dans les régions les plus pauvres au climat, et celles et ceux qui sont aussi soumis au travail, à l'exposition des matières les plus dangereuses, celles et ceux qui sont toujours les victimes d'un système qui les méprise comme il méprise l'environnement. Et donc, nous avons compris que l'écologie était une autre façon, au-delà de ce que nous portons depuis plus d'un siècle, d'interroger le capitalisme. Alors, n'ayez honte de rien, n'intériorisez rien. Et comme le dit Rodrigue dans le Cid, « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. » Et je vois votre valeur. Je vois avec joie que vous vous emparez de toutes les questions liées aux droits humains, ceux des femmes d'abord et des LGBTQIA+. J'étais hier à Chambéry avec une jeune femme trans et qui m'a dit sa vie, qui m'a dit « Je suis femme et discriminée parce que je suis femme. Je suis trans et discriminée parce que je suis trans. Je suis lesbienne et je suis discriminée parce que je suis lesbienne. Et je suis avec une compagne racisée et je suis victime avec elle du racisme. » Eh bien, chers camarades, je sais que beaucoup vous diront que ce combat est un combat sociétal, qu'il est générationnel, qu'il vous passera, que c'est une foucade, une fièvre qui passera avec la maturité. Je sais qu'il est bon ton de tout ramasser dans un seul concept, le wokisme. À entendre la droite et l'extrême droite, tout est wokisme. Se battre contre le racisme, c'est woke. Se battre pour le droit des femmes, c'est woke. Se battre contre les atroces thérapies de conversion, c'est woke. Se battre pour le climat, pour préserver la biodiversité, c'est woke. Se battre pour la paix à Kiev, à Gaza ou au Kivu, c'est woke. Pour eux, tout est woke. Eh bien, je vous le dis haut et fort, restez éveillés face aux malheurs du monde. Ne laissez pas se disqualifier vos combats par la droite et l'extrême droite. Chers camarades, vous pouvez être fiers des combats que vous menez contre le racisme, l'antisémitisme, les atteintes insupportables aux femmes, la haine homophobe ou transphobe, littéralement persécutée aujourd'hui par l'administration Trump. Oui, vous pouvez être fiers de vous battre pour la justice sociale, contre les multinationales qui empoisonnent la terre, les rivières, les mers. Oui, vous pouvez être fiers aussi de vous battre contre toutes les formes de colonisation assumées hier et rampantes aujourd'hui. Oui, vous pouvez être fiers de vous battre contre le retour des empires,
des dictatures, des régimes illibéraux, du masculinisme débridé. Oui, vous pouvez être fiers de vous battre contre l'extrême droite alliée à l'extrême argent qui pousse à coups de boutoir toutes les portes de nos démocraties en Europe. Eh bien, ce combat, il n'est pas vain. Et je vous le dis, nous le gagnerons. Oui, nous le gagnerons. Peu parmi vous ont eu, et peut-être même aucun d'entre vous, n'a eu la chance de connaître les grands soirs de victoire, ceux du 10 mai 81, la France en fête, la place de la Bastille en fusion pour célébrer la victoire de François Mitterrand et l'arrivée enfin de la gauche après 23 années de droite dure. 97 et la victoire de la gauche plurielle derrière Lionel Jospin après une dissolution ratée. Mai 2012 après la victoire de François Hollande se battant contre cet ennemi qui n'avait pas de visage, celle de la finance. Eh bien, j'ai connu tous ces instants. J'en ai été le spectateur en 1980 car j'étais bien trop jeune pour participer. Et ensuite, j'en ai été l'un des acteurs modestes. Mais aujourd'hui, comme premier secrétaire, et vous, comme animateur de ce mouvement des jeunes socialistes, vous qui avez vocation à fédérer la jeunesse, eh bien, je vous fais une promesse, un serment, celui de Nancy. Je vous promets que je mettrai avec vous tout mon cœur, toute mon expérience, toute ma passion, ma conviction pour vous permettre de goûter à votre tour à la victoire dans les années qui viennent. Pour gagner, oui, pour gagner, mais pas simplement par esprit de victoire et pour plaisir de gagner. Non, gagner pour changer la vie. Et c'est pour cela que je me bats pour rassembler la gauche de Ruffin à Glucksmann, car l'union est un combat. Et comme le disait Jaurès, sans union, la gauche ne peut pas gagner. Vous connaissez ma détermination pour l'union. On me moque assez pour cela. On me critique assez pour cela. Mais à mon tour, je m'en moque. J'ai la conviction absolue que nous pouvons gagner dès 2027 si nous savons nous unir. La droite, l'extrême droite feront tout pour briser cet élan vital. Nous ne la laisserons pas faire, nous ne les laisserons pas faire. Mitterrand, il y a 40 ans, un an avant sa victoire, s'adressait à un congrès des jeunes socialistes et il leur disait « Cherchez les voies de l'unité, ne nous dissipons pas, oui, ne nous dissipons pas ». Nous avons montré ensemble l'an dernier pour les législatives notre incroyable capacité à nous mobiliser pour défaire l'extrême droite. Eh bien, quand la jeunesse se dresse, c'est la leçon de l'histoire. Quand elle se met en mouvement, rien ne l'arrête jamais. Soyez vous-même. Les autres sont déjà pris, disait Oscar Wilde. C'est une phrase qui ne me quitte pas. Soyez vous-même, oui. Soyez vous-même contre vents et marées. Mieux encore, soyez les vents, soyez la marée. Et soyez libres de militer, libres de penser, libres de croire à vos rêves, comme je crois à notre rêve commun, celui d'une France métissée, d'une France pluriculturelle, d'une France plurireligieuse, d'une France qui donne à chacune et à chacun sa place, qui enfin assume la promesse républicaine, celle d'une république sociale, écologique, démocratique. La République, c'est nous, comme dit l'autre. La réussite se compte en années, les défaites en heures, mais la patience est carrée, donc le chemin est d'or. Empruntez ce chemin d'or, qui était celui de, oui, Renoir, et faites en sorte de ne pas nous dissiper. Oui, ne nous dissipons pas. Gardez vos consciences intranquilles, bousculez-nous, interpellez-nous, interpellez-moi, et soyons unis jusqu'à la victoire. Vive les jeunes socialistes, vive la gauche et vive la République!
Merci Olivier Faure pour tes mots qui nous inspirent et dont nous saurons nous saisir. J'appelle, je l'ai travaillé depuis tout à l'heure. J'appelle désormais la députée européenne et ancienne, désormais présidente des jeunes socialistes qui restent dans nos cœurs, Emma Rabovic. On l'applaudit fort. Emma, Emma, Emma. Mes chers camarades, mes chers amis, la vérité c'est que je ne pensais pas que ce moment arriverait si vite. Je l'appréhendais, tout en m'en réjouissant. Je l'appréhendais parce que vous êtes devenus, toutes et tous ici, au fil des années, ma famille. Pas seulement une famille d'idées, mais une famille de cœur. Celle que l'on se choisit, celle avec laquelle on échange, celle avec laquelle on se dispute, aussi parfois, celle surtout avec laquelle on grandit, avec laquelle on avance. Vous êtes de ma famille, ma seconde famille. Je me réjouissais aussi, car il est bon, toujours, de prendre de nouveaux départs, d'avancer, de passer le relais, pour aller plus loin encore. Mais d'abord, ce moment est avant tout pour moi un moment de reconnaissance. Et j'en ai plein des merci à dire. Beaucoup. Alors vous allez devoir être patient. D'abord, merci à vous toutes et tous, chers militants des jeunes socialistes du fond du cœur. Nous avons grandi ensemble, nous avons combattu ensemble, nous avons gagné ensemble. Grâce à votre enthousiasme, à votre générosité, à votre créativité, nous avons reconstruit une organisation de jeunesse magnifique qui me manquera. Une organisation joyeuse, une organisation qui agit, une organisation qui défend ses idées. Une organisation aussi qui sait faire la fête ensemble, je crois, et je vous ai vu hier. Une organisation qui est un cœur battant, le cœur battant du Parti socialiste. Sans vous, rien n'aurait été possible, et je vous dois tout. Je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui m'ont fait confiance et ont confié à la jeune fille timide, très timide que j'étais, l'avenir des jeunes socialistes. Certes, cet honneur n'est pas si lointain, mais j'ai l'impression qu'une vie entière s'est déjà écoulée. Je souhaite avoir un mot pour tous mes compagnons de route, tous ceux qui m'ont fait confiance, qui ont cru en moi et en notre capacité de transformer les jeunes socialistes. Ils sont là, presque tous, ici ou dans mon cœur. Je pense d'abord à Carlos da Silva, qui m'a accueilli lorsque j'ai poussé la porte d'une section dans l'Essonne. J'avais 16 ans. Tu m'as fait très peur, Carlos. Tu m'as fait peur parce que je collais des affiches de travers pour un meeting à Évry, à l'Agora. Et puis ensuite, j'ai corrigé, j'ai rectifié, l'affiche était droite. Tu m'as félicité et j'étais fière. J'ai compris assez vite que tu allais être un roc pour moi, un roc sur lequel je peux toujours m'appuyer quand le monde semble vaciller. Je te dois tant, Carlos, et j'espère que tu continueras de m'épauler pour l'avenir, je n'en ai aucun doute. Je pense aussi à Daniel Hoffmann-Rispal et à Patrick Bloch. Je les cite ensemble car ils forment pour moi un couple qui, même s'il n'a jamais existé en sentiment amoureux, m'a guidée partout et me guide toujours. Chaque fois que je doute, que je me questionne sur la meilleure des décisions à prendre, c'est leur conseil chaleureux et bienveillant dont je me remémore. Elle, la rocardienne, fumeuse de gitane, elle, la féministe arrivée à Paris sans diplôme ni argent, mais persuadée à raison que la République lui donnerait sa chance. Elle me manque terriblement. Mais le souvenir de sa voix rocailleuse, de ses certitudes, me ramène toujours à l'impératif socialiste, celui de la transformation du réel. Et je suis désolée, mais j'appelle à l'aide, je veux vraiment un mouchoir parce que je vais faire n'importe quoi.
Patrick Bloch, toujours à mes côtés, en dépit de quelques turbulences, et mon repère dans les combats parlementaires. Merci, chère Charline. Merci beaucoup. Dans les combats parlementaires que je mène désormais, un phare, un exemple, lorsqu'il s'agit de défendre notre exception culturelle. C'est à lui que j'ai volé la formule « Rares sont les urgences qui survivent plus d'une semaine », que je vous glisse parfois à l'oreille, animateurs fédéraux ou secrétaires nationaux des jeunes socialistes, lorsqu'une crise très 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 grave vous pousse à m'appeler et à solliciter des conseils. Tant d'autres dans l'ombre m'ont accompagné au sein du Parti socialiste quand rien n'était évident, que j'avais besoin de guides bienveillants ou pas, pour comprendre où nous étions et où il fallait aller ensemble. Thibaut Delahaye, l'ami qui a toujours raison, avant que je le comprenne, Baptiste Morin, le prudent, qui a bien raison de l'être pour tous, Soraya Alam-Hernandez, brillante Soraya, dont la finesse d'analyse n'a d'égal que ta loyauté et ton humour, Alizé Ostrovski, qui n'est plus avec nous aujourd'hui, mais à qui nous devons d'immenses campagnes d'été des jeunes socialistes. Et je ne pourrais pas évoquer évidemment ces amis de l'ombre, rarement jeunes socialistes, qui ont accompagné notre parcours, sans évoquer mon ami Laurent Beauvais. Vous pouvez l'applaudir. Laurent, quand en 2020, on m'a donné la lourde tâche de reconstruire notre organisation, et je sais que la majorité d'entre vous n'était pas là à l'époque, c'est toi que j'appelais parfois très très tard le soir pour réfléchir à haute voix. Tu étais le seul à pouvoir interrompre mes pensées, et beaucoup ici savent que ce n'est pas simple. Tu m'as montré ce qu'était le parti quand même toi tu paraissais invisible pour beaucoup, quand trop te sous-estimais. Pour moi, tu n'as jamais été invisible. Merci Laurent. Et puis, évidemment, il y a celui sans lequel rien ne serait possible. Le chef. Et quand je dis cela, je me moque. Car il n'y a pas l'once d'un autoritarisme chez ce chef-là, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'indulgence aussi. Je ne suis ni une enfant des beaux quartiers, ni une enfant issue d'une famille d'élus. Je ne comprenais pas grand-chose, mais tu m'as fait confiance. Tu me fais confiance et je te fais confiance. Totalement. Même quand on se chamaille, c'est chouette, je trouve. Et à l'heure où trop de leaders expriment leur narcissisme, leur ego ou leur tyrannie, Olivier Faure est un homme solide, puissant et aimant. Je veux te dire merci Olivier, droit dans les yeux. Merci d'avoir entrouvert une porte pour que je m'y faufile. Merci pour les combats d'hier, ceux d'aujourd'hui et surtout ceux de demain. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Faire le bilan, oui, évidemment. Et nous n'avons pas à rougir, chers camarades. Notre organisation était moribonde, gangrénée par les haines recuites et les violences sexistes et sexuelles, jusqu'à ce que nous décidions, une poignée d'entre nous ici, de recréer une nouvelle organisation de jeunesse. Et oui, c'est donc son 2e congrès. Je me souviens de Blois, le 2e Blois, en 2020, où avec Liès, Yvain, Basile, Samir, Joao, Louis, Angélique et d'autres, nous nous étions dit ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser mourir les jeunes du parti, il faut un réveil des jeunesses socialistes. Nous y avons passé nos nuits, nos jours, nous avons sillonné la France, la rose au poing, nous avons été à la rencontre de cette jeunesse qui ne voulait plus croire. Et nous les avons convaincus, comme ils nous ont convaincus aussi de la nécessité de l'engagement, de la beauté de la réflexion commune, de la noblesse de l'action déterminée. Ensemble, nous avons passé des moments merveilleux. Nous nous sommes amusés aussi au foot, en faisant la fête. Ma plus grande fierté fut de nous voir grandir, de vous voir grandir, année après année, sans cesse plus nombreux, sans cesse plus joyeux et engagés. Certains nous ont parfois moqués, parfois même au Parti socialiste. Mais nous y voilà. Bravo, camarades. Nous sommes la première organisation de jeunesse de gauche de France et nous avançons sur le chemin de la victoire. J'ai toujours pensé, qu'il faut mieux faire un pas ensemble que 10 pas tout seul. Et c'est ce que nous avons fait. Jour après jour, nous avons tenu notre rang.
Nous avons créé le mouvement. Nous sommes le mouvement. Et aujourd'hui, nous sommes à Nancy. Merci, cher Mathieu, de nous accueillir dans ta ville, cher Inès, dans ton département. Et aujourd'hui, avec joie, je te passe le flambeau, cher Rémi. Ce flambeau, en fait, ce n'est pas le mien. Il ne l'a jamais été, d'ailleurs. La flamme du socialisme est celle de la masse populaire dont je fais partie et qui s'indigne du sort qui lui est réservé. C'est la flamme que j'ai vue s'allumer dans tant de regards rencontrés partout en France quand nous débattions, de jour comme de nuit, de nos combats, de nos convictions, de nos controverses. Cette lumière éternelle de l'âme, ce regard qui voit toujours pour parler, comme le disait Victor Hugo. Cette flamme dans les yeux, je l'ai vue naître en toi, cher Yvain, toujours à mes côtés, solide, taiseux, quand il fallait tenir, conduire une camionnette dans la France entière, au nom de la génération Hidalgo. Tu l'as fait. On en a mené tant des batailles ensemble et cela continuera. La flamme dans les yeux de Joachim, de Joao, qui deviendra bientôt président des jeunes socialistes européens. La flamme dans les yeux de Maëlys, de Louis, de Garance, de Morgan, de Thibaut, de Camille, de Nadia, d'Alexis, d'Aurore, de Clément, de Louise, de Pauline, de Théophile, de Pierre-Emmanuel, de Lia, de Garance, de Nolwenn, d'Alia, d'Antoine, de Florent, de Charline, d'Ahmet. Des flammes dans vos yeux aussi, chère Célia, Cédric, et peut-être aussi dans les vôtres, cher Maxime, cher Lubin. Car quel que soit le texte signé, l'orientation choisie, le travail réalisé, la flamme est là, et elle brûle. Mais je ne peux pas terminer cette énumération sans évoquer la flamme que j'ai vue naître un jour dans un train direction le Pas-de-Calais. Une jeune femme timide, mais terriblement drôle. Une jeune femme qui me parlait de sa famille comme d'un cadeau et d'une déchirure parfois. Une jeune femme qui m'a poussée, ce n'était alors jamais arrivé, à aller convaincre sa mère, autour d'un repas très épicé, pour lui dire que sa place était à mes côtés. Ce n'était pas une demande en mariage, même si j'y vois d'immenses similitudes, c'était un engagement. Aujourd'hui, je veux remercier Amra Tajamal d'avoir permis à Anzil d'être la femme forte, brillante et indépendante qu'elle est, loin des obscurantismes et des tiraillements. Merci évidemment, Anzil, de m'avoir ouverte la maison, la porte de ta maison de Tourcoing, qui pour moi a des airs de maison de Pagnol. Dans son existence, est un repère quasi fondateur dans notre parcours, mais surtout dans ton envol. Chers amis, chers secrétaires nationaux, chers animateurs fédéraux, chers camarades, merci du fond du cœur. Merci pour ces années qui seront certainement parmi les plus belles de ma vie lorsqu'il s'agira de faire le bilan. Rassurez-vous cependant, ce n'est pas pour tout de suite. Demain, nous allons avoir de nouvelles victoires. Nous sommes la génération qui, à l'aube de la vieillesse, pourra se retourner fièrement vers ses réussites. Mais qu'allons-nous conquérir ensemble ? Alors que la droite détruit, que l'extrême droite avance, la solution de la facilité ou de la raison peut-être semble être de se satisfaire d'un statu quo tiède, d'une complaisance avec le libéralisme, les inégalités et le repli, non pas par conviction, mais par terreur de l'alternative, par un renoncement lâche. Je crois que nous avons en nous de construire nos victoires fièrement. Pouvons-nous nous satisfaire de la précarité étudiante qui fait des ravages ? Pouvons-nous nous satisfaire de savoir que certains n'étudient pas convenablement parce qu'ils ont le ventre torturé par la faim et qu'il faut choisir entre un tube de dentifrice et des yaourts ? Le repas à 1 €, nous l'avons fait. Demain, nous ferons l'allocation d'autonomie qui, pour tous les jeunes, permettra enfin d'accéder à la dignité. Pouvons-nous nous satisfaire d'un statu quo pour l'égalité des droits, quand partout on s'attaque aux personnes LGBTQIA+, quand Orban interdit la marche des fiertés, quand Trump fait la chasse aux trans? Nous ferons l'égalité réelle. Nous permettrons à chacun d'accéder à l'égalité. Et demain, nous interdirons les pratiques de conversion en Europe. J'y prendrai toute ma part. Pouvons-nous nous satisfaire que des présidents de régions massacrent
à la tronçonneuse des budgets alloués à la culture, que des élus censurent les créateurs en coupant des aides destinées à des films au nom d'une chasse au wokisme. La gauche a fait de la culture un combat central. Demain, nous prolongerons l'héritage de Jack Lang en éradiquant la censure et en consacrant la liberté de création. Pouvons-nous nous satisfaire que les jeunes hommes noirs ou arabes aient 20 fois plus de chances d'être contrôlés dans la rue sans la moindre raison, que des jeunes subissent des refus répétés dans l'accès au logement, à l'emploi ou même pour entrer en boîte de nuit? Demain, nous donnerons un nouveau souffle à la lutte antiraciste, universaliste, en systématisant les récépissés de contrôle d'identité comme le veut Corinne Laraciguin au Sénat, en créant des brigades de lutte contre les racismes et les discriminations raciales au sein des unités d'investigation et des commissariats. Pouvons-nous nous satisfaire de ces milliers d'ouvriers licenciés du jour au lendemain, de cette liste de plans sociaux qui s'allonge au nom de l'obsession du profit? Michelin, Auchan, Vancorex, mais aussi ArcelorMittal, des entreprises dans des secteurs stratégiques qui ont bénéficié de milliards d'euros d'aide publique sans la moindre contrepartie. Demain, nous mettrons fin au grand déménagement du monde en interdisant les licenciements économiques, en nationalisant les entreprises les plus stratégiques et en conditionnant les aides aux entreprises. Tous ces combats, disons-le, procèdent toujours du capitalisme et de sa brutalité. Il n'y a pas un combat social d'un côté et un combat sociétal de l'autre. Ces combats sont imbriqués et nous ramènent en permanence à notre lutte perpétuelle contre le capitalisme néolibéral, contre la marchandisation à marche forcée de tous les compartiments de nos vies, contre la prédation de toutes les ressources, contre la perte de sens de nos vies qui ne seraient que des défouloirs pour la soif de consommation et l'enrichissement de quelques-uns. Pour la République sociale, écologique, féministe et antiraciste. Le temps des accommodements raisonnables avec le capitalisme est derrière nous. Nous le savons, la gauche a déçu parfois. La social-démocratie a perdu de sa radicalité originelle pour se complaire dans la croyance d'une mondialisation heureuse tempérée par la redistribution. Cette période est révolue. Aujourd'hui, je passe le flambeau. Et je reste une militante jeune socialiste fière qui, dans sa fédération avec Alia, dans mon équipe militante avec Antoine et Nolwenn, fera tout pour faire grandir notre organisation. Et je voudrais vous dire ce à quoi je crois par-dessus tout. Je crois à la joie du combat, à la joie dans la lutte, à la radicalité joyeuse. Que disait Léon Blum ? Il disait qu'il était un optimiste invétéré, incurable, incorrigible. Car Léon Blum, c'est une vie de combat contre la haine due à son nom. La haine de sa judéité face à Charles Maurras, qui n'avait aucune limite. Lui qui évoquait son visage de chameau et cet homme qu'il fallait abattre, si possible, dans le dos. Une vie de haine contre sa soif absolue pour la dignité de la vie et la justice sociale. La haine pour son combat contre l'Allemagne nazie et la France de Pétain. Et pourtant jamais Léon Blum ne perdit sa joie de vivre, de militer, de combattre, de gouverner. Jamais il ne perdit son sourire malicieux, quelles que soient les tempêtes traversées, les attaques physiques, les insultes ou son incarcération. Léon Blum, notre héros socialiste, avait fait de la joie de sa mission son étendard et son bouclier. Que dire aussi de Karl Marx, dont la vie fut une succession de défaites, de difficultés financières, dont les écrits magistraux passèrent, pour la plupart, d'abord inaperçus, avant de devenir l'un des plus grands penseurs non seulement de la gauche, mais de l'ère moderne. Se lamentait-il ? Adoptait-il une attitude sombre et désolée, dissertant sur l'horreur du siècle ? Non, il avançait, déterminé, car il considérait que le plus grand bonheur, c'était d'être spectateur et acteur de son siècle. Que sommes-nous ici, aujourd'hui réunis, si ce n'est cette assemblée actrice de son siècle ? Cette assemblée qui croit au pouvoir de la politique pour changer la vie. Cette assemblée qui se réjouit ensemble des victoires sur l'injustice sociale ou climatique, mais ne se lamente pas, jamais, parce que le mur semble trop haut. Pour nous, les amis, pour vous, il n'y a aucun mur infranchissable. Aucun.
Nous ne sommes pas des révolutionnaires de salon qui citent à tout bout de champ Robespierre pour se donner une épaisseur, encore moins des chevaliers teutoniques qui reviendraient venger la Terre Sainte, abattre les infidèles et protéger la Sainte Croix. Les passions tristes, les costumes sombres et la brutalité qui pensent que la brutalité peuvent provoquer un changement profond de la société. Tout cela, ce n'est pas nous. Nul besoin de conspuer, d'insulter, de manigancer, des coups tordus, d'insulter ses adversaires ou de leur inventer une identité maléfique pour changer la vie. Nous sommes la foule immense, la houle sentimentale qui rêve des jours heureux et veut les voir advenir. Sans joie, sans allégresse, il ne peut y avoir de victoire. Il ne s'agit pas d'être naïf ou candide, il s'agit d'avancer avec la joie du combat, la joie de notre mission, l'importance qu'elle a à nos yeux. Nous n'avons pas besoin d'être le bruit ou la fureur, pas plus que nous avons besoin d'excommunier, de stigmatiser qui que ce soit. Nous sommes une force qui va, une force optimiste, car comme l'écrit Goethe, le pessimiste se condamne à être spectateur. Nous avons l'optimisme de la volonté, mais aussi de l'intelligence. Je vous invite, chers camarades, à la radicalité joyeuse, au combat intense, rempli d'allégresse pour la dignité de la vie, loin de la tentation austère d'une frugalité désespérante. C'est seulement cette joie, cet élan, cette allégresse qui feront se lever les Français, la promesse de la vie large. Mes chers camarades, je voudrais terminer ces au revoir, et non pas ces adieux, par une note plus personnelle. Je m'appelle Emma Rafovitch, et j'en suis fière. Oui, je suis fière de mon nom, qui vient de loin, de ma famille qui a vécu dans sa chair les migrations, les persécutions, la mort pour une grande partie. Je suis fière de ce nom, de ma grand-tante Anna, qui résistait avec les communistes de Paris. Avant d'être juive, elle était communiste. Jamais assignée à sa religion, à sa judéité, mais assignée volontaire à son combat contre la barbarie nazie. Je m'appelle Emma Rafovitch et tout en moi aspire à cette assignation. Oui, je vous autorise à m'assigner au combat pour la République sociale, la République, sa promesse universaliste, la lutte pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité. Comme vous, comme tant d'entre vous, ma famille a fui la misère, les persécutions. Mais ma famille a surtout choisi la France. Nous avons choisi la France. Non seulement nous sommes français, mais le vent de la France, sa culture, sa révolution, ses droits de l'homme, sa laïcité, sa beauté, ses paysages. Ce vent souffle dans nos cœurs. J'aime ce pays. Et je le dis à Marine Le Pen, à Jordan Bardella, à Bruno Retailleau, à Laurent Wauquiez, mais aussi à Giorgia Meloni ou à Viktor Orban ailleurs. Nous sommes la France, nous sommes l'Europe, de cœur, d'esprit et d'âme. Jamais personne ne nous volera ce pays, jamais personne ne nous volera notre République. Nous ne laisserons pas l'extrême droite nous voler notre amour pour notre pays et pour notre parti. La France éternelle, nous la portons, nous l'élargissons, nous la faisons advenir plus grande encore, plus ouverte encore, plus audacieuse encore. Je m'appelle Emma Rafovitch et je sais ce que signifie être prise en chasse par la meute. Mais je ne suis pas une victime. Je ne suis pas une petite chose fragile. Et les camarades, je ne suis pas une petite chose fragile. Parce que je ne suis pas seule. Jamais. Personne ici n'est seul. Jamais. Nous sommes un collectif qui tient tête, qui se tient droit, qui avance, souriant, persuadé que notre bataille pour l'égalité, notre bataille pour la paix sera victorieuse. Nous ne sommes pas de ceux dont les idées varient en fonction des sondages ou des stratégies électoralistes et cyniques. Nous ne sommes pas de ceux qui voulons instrumentaliser les passions tristes ou les colères légitimes pour toujours plus les réduire et enfermer. Jeunes socialistes, nous sommes internationalistes. Nous sommes humanistes. En Palestine et en Israël, la voix des socialistes doit se faire entendre. Nous ne pouvons pas nous taire face à l'horreur par peur que d'autres nous caricaturent ou nous haïssent.
Notre combat pour la paix ne peut souffrir d'aucune absence de virgule, ne peut pas voir nos mots s'alambiquer ou se simplifier par cynisme ou par peur. Notre pensée n'est pas compliquée, elle est juste. Comme vous, je vois un désastre, je vois l'horreur. Lorsque je me remémore les images de ces jeunes d'Israël le 7 octobre, pacifiques, faire la fête comme vous hier soir, massacrés, abattus comme des chiens au bord d'une route, pris en otage, maltraités, violés par les terroristes islamistes du Hamas, avant de mourir ou de retrouver la liberté pour tenter de recommencer à vivre, je me souviens aussi de nos camarades du Toya, assassinés il y a 15 ans par un terroriste. Lorsque je vois désormais ces massacres atroces causés par un gouvernement d'extrême droite suprémaciste qui affame les populations, tue des enfants, des journalistes, détruit des vies et foule tout espoir de paix, je me souviens de notre lutte pour la vie qui ne reconnaît aucune frontière, aucune religion, aucune couleur de peau, aucun genre, aucune orientation sexuelle dans son épopée vitale. Je le redis avec tout mon être et de tout mon cœur, nous voulons que cesse ce carnage. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix, que deux États égaux naissent de ce drame collectif qui n'a que trop duré. Oui, il faut la fin de la colonisation. Oui, il faut la défaite de Netanyahou. Oui, il faut la fin du Hamas. Oui, il faut maintenant un État de Palestine. Et si je dois passer ma vie politique à plaider ou œuvrer pour cela, je le ferai. Notre lutte face aux obscurantistes, face aux ambassadeurs de la haine et de la mort ne connaît pas de frontières. Oui, je m'appelle Emma Rafowicz et une partie de ma famille a été raflée au Veldiv, une autre exterminée en Pologne. Mais je suis surtout aussi la fille d'un artiste. Je suis le bourgeon d'un arbre qui ne veut pas mourir, comme les arbres d'Israël ou de Gaza, comme les arbres d'Ukraine, comme les arbres de Téhéran, de Kinshasa, d'Erevan, de Kaboul, de New York ou d'Alep. Souvent ici, camarades, nous parlons de printemps. C'est le nom qu'avec beaucoup d'autres ici, j'ai choisi pour porter notre majorité. Victor Hugo disait qu'avec le printemps, on croit entendre, à travers l'ombre immense et sous le ciel béni, quelque chose d'heureux, chanté dans l'infini. Tous les êtres humains aspirent à la paix et au bonheur. Ce sont les calculs politiques et géostratégiques des empires, mais aussi en partie les lâchetés des démocraties qui bloquent et empêchent l'établissement d'une paix durable. À quoi bon être les plus riches du cimetière? Au Proche-Orient comme en Europe, je le dis, nous voulons la paix. Il y a pour une génération qui nous a précédés, et celle qui nous suivra, une phrase que je me remémore. Cette phrase, elle date du 17 janvier 1995. Je n'étais pas encore née ce jour-là, et pourtant c'est l'une des premières phrases qui m'a marquée lorsque j'ai commencé à militer. Ce sont les mots de François Mitterrand devant le Parlement européen. C'est un vœu, devant ce Parlement réuni à Strasbourg où j'ai l'honneur de siéger aujourd'hui. Ce jour-là, il prononce une phrase inoubliable. Il faut vaincre ses préjugés. Le nationalisme, c'est la guerre. 30 ans plus tard, c'est le retour des nationalismes et des empires. Face à ces prédateurs qui semblent impitoyables et surtout qui semblent avancer comme des rouleaux compresseurs que rien ne semble pouvoir arrêter, je vous dis que la force d'âme, la force de l'action, la force de la détermination, la force de la jeunesse arrêteront ces furies. Nous sommes la foule immense qui croyons en la paix. Nous sommes socialistes, nous sommes européens, nous sommes démocrates et nous croyons en la paix. Et même si la flamme de la paix vacille, même si elle semble s'éteindre, la braise est toujours là, résistante. À nous de rallumer la paix, comme nous rallumerons tous les soleils. À toi de jouer, Rémi. À moi de poursuivre ce chemin vers la victoire avec vous. Vive les jeunes socialistes, vive la gauche, vive le grand peuple de France, vive la République et vive l'Europe.
Merci Emma, merci pour tout. Et désormais, j'appelle et je veux un tonnerre d'applaudissements pour le nouveau président des jeunes socialistes, Rémi Bousmar. Merci. Chers amis, chers camarades, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole après Emma. Nous avons beaucoup, c'est vrai, traversé ensemble et j'aurai l'occasion d'y revenir. C'est un honneur de me trouver devant vous aujourd'hui. Cher Olivier, cher Emma naturellement, cher Mathieu, cher Shainès, cher Marie-Josée qui nous accueillait en Meurthe-et-Moselle, naturellement cher Lia, cher Maxime, animateur fédéral des jeunes socialistes de Meurthe-et-Moselle, chers camarades venus de la France entière, de l'Hexagone, de l'Outre-mer, et je salue les camarades de la Réunion. Chers camarades venus de l'Europe entière, chers partenaires des organisations politiques de gauche, des organisations syndicales venues pour ce congrès. Je ne peux vous exprimer l'émotion qui est la mienne au moment de prendre la parole à cette tribune, devant vous, lors de ce deuxième congrès des jeunes socialistes, en tant que président des jeunes socialistes. Depuis le lancement de notre congrès il y a 6 mois, nous avons tant accompli ensemble. Il faut prendre la mesure de ce qu'a été ce congrès. 4 textes, signés par des centaines de militantes et de militants de toute la France. Et je tiens d'ailleurs à saluer Célia, Maxime et Lubin qui ont porté 3 de ces textes également, et on peut les applaudir. Cela a été plus de 60 débats qui se sont tenus dans toutes les fédérations, plus d'une centaine de bureaux de vote sur tout le territoire. C'est dans le débat, la confrontation des idées, la volonté aussi de proposer un projet stratégique pour notre organisation que nous nous sommes collectivement élevés dans ce moment. Et la preuve, vous avez été, chers camarades, près de 2000 jeunes socialistes à vous exprimer lors de ce congrès. Merci à vous. Cette mobilisation est inédite. Je crois profondément que cette mobilisation, qui a plus que doublé par rapport au dernier congrès de 2023, prouve quelque chose. Il s'agit bien sûr de l'aboutissement du travail de reconstruction des jeunes socialistes, engagé depuis 4 années et auquel je suis très fier d'avoir pu contribuer avec tant d'autres autour de toi, Emma. Vous me permettrez donc d'adresser nos plus chaleureux remerciements à celles et ceux qui ont participé à cette reconstruction et qui aujourd'hui tournent la page des jeunes socialistes après leur avoir tant donné. Je pense à Yvain, à Thibaut, à Garance, à Nadia, à Cédric et à tant d'autres qui ont aussi contribué à cette réussite collective et que nous pouvons collectivement remercier. Vous restez, les camarades, des amis. Vous serez toujours les bienvenus chez les jeunes socialistes. Merci enfin à toutes celles et tous ceux qui, avec nous aujourd'hui ou non, ont rendu ce moment possible, ont donné de leur temps et de leur énergie, parfois aussi de leur imagination, de leurs espoirs pour la renaissance de cette belle organisation. Merci aussi à Olivier Faure, notre premier secrétaire, qui a rendu cette aventure possible à un moment où plus personne ne croyait aux jeunes socialistes. Et puis surtout, un infini merci à Lia, Maxime, Julien, tous les camarades de Meurthe-et-Moselle qui travaillent avec nous depuis des mois et particulièrement depuis des semaines de manière très intensive pour la tenue de ce magnifique congrès à Nancy. Merci à Mathieu Klein, maire de Nancy, à Shainès Kirouni, présidente du département, à Marie-Josée Ama, première secrétaire fédérale du Parti socialiste de Meurthe-et-Moselle pour l'accueil sur ces belles terres lorraines. Merci à Maëlys, à Anne-Zile, Louis, Elias, Thibault, Louise et tant d'autres qui ont contribué à ce moment. Merci bien sûr à notre service d'ordre qui nous accompagne depuis tant d'années dans tous nos événements avec une telle bienveillance. Sans vous, rien n'aurait été possible.
Et permettez-moi de vous raconter une histoire que Emma a finalement engagée tout à l'heure. Cette histoire, c'est celle d'une rencontre. C'est celle qui commence dans un TER de la région Hauts-de-France. En 2021, alors que j'étais secrétaire général de la Fédération du Nord des jeunes socialistes, je suis contacté par une certaine Emma Rafovitch, qui me propose de participer à une action de soutien à notre candidat sur une législative partielle dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais. Je constate qu'elle est déléguée nationale à la jeunesse du Parti socialiste. J'avais en effet entendu parler de cette nomination permise par Olivier Faure, qui avait pour but de reconstruire notre organisation. Alors que le MJS était en grande difficulté depuis le congrès de Bondy en 2018 que j'avais vécu, j'avais, à vrai dire, peu d'espoir de le voir renaître au niveau national. Mais là, dans ce TER, avec Anne Zil, qui était alors secrétaire générale adjointe des jeunes socialistes du Nord, nous rencontrons Emma, accompagnée de Yvain, déjà à l'époque. Morgan, d'ailleurs, nous rejoindra une fois sur place, arrivé à Boulogne. Emma nous parle de sa volonté et de son plan pour reconstruire cette organisation de jeunesse à la hauteur de son histoire, qui milite, qui fait vivre la convivialité, qui retrouve une voix nationale. Je trouve l'initiative louable, à vrai dire, mais je doute de sa crédibilité. J'avais déjà entendu ce discours plus d'une fois sans qu'il ne puisse se concrétiser. Sauf que je n'avais pas mesuré la détermination qui était celle de Emma et de toutes les personnes qui l'entouraient déjà à l'époque. Nous passons donc la journée à militer, à coller, à distribuer les tracts avec notre candidat, et à la fin de la journée, nous échangeons nos numéros de téléphone et décidons de rester en contact. De cette rencontre naîtra un partenariat, une relation de travail et de confiance, et finalement, une réelle amitié. Merci Emma. D'échange en échange, des réunions de la coordination nationale transitoire à l'investiture de notre candidate à la présidentielle en octobre 2021 à Lille, lors du Conseil national que nous avions organisé en mai 2022 ou encore au congrès de 2023, nous n'arrêterons plus d'évoluer ensemble. Ce projet que tu m'avais présenté en 2021 gagnera en crédibilité et finira par advenir. Ici est la preuve. Il faut le dire, j'ai adoré travailler avec une personne si humaine, si forte, si franche, si inspirante, et j'aurai à cœur, naturellement, de continuer à œuvrer avec toi. Merci Emma, et surtout bravo pour tout. Tu sais que tu seras toujours à ta place chez les jeunes socialistes, ta famille, comme tu dis. Ensemble, avec tous les camarades engagés au travail depuis ces dernières années, nous avons fait renaître une nouvelle organisation, un lieu d'engagement, un lieu accueillant, un lieu d'espoir. Et vous, chers camarades, qui nous avez rejoints ces dernières années, ces derniers mois, vous en êtes les témoins. Je le dis donc à cette jeunesse qui peut-être est en recherche d'engagement. Voyez qu'au sein des jeunes socialistes, vous trouverez votre place. Vous trouverez un lieu de militantisme, de démocratie, de débat, un lieu de combat, de lutte et de campagne pour nos victoires futures. Vous trouverez aussi et surtout un lieu où vos voix comptent, car la démocratie, ce n'est pas qu'un mot, c'est une exigence. Enfin, cette mobilisation partout en France, elle n'aurait pas été possible sans vous. Chers camarades, chères adhérentes, chers adhérents, chères animatrices fédérales, chers animateurs fédéraux, je sais le travail qui a été le vôtre pour organiser ces débats, pour expliquer à chacune et chacun le fonctionnement d'un processus qui peut paraître complexe, pour tenir ces bureaux de vote, parfois pendant toute une journée. Un grand merci à vous toutes et à vous tous qui avez fait vivre notre démocratie interne. Vous qui animez nos fédérations au quotidien, qui organisez le terrain, la rencontre avec les Françaises et les Français, qui alertez les jeunes sur la nécessité de s'engager aujourd'hui, vous qui tissez des liens avec les collectifs et les associations locales. Merci pour le rayonnement que vous donnez aux jeunes socialistes et surtout bravo à vous. Que les jeunes socialistes puissent revivre, reprendre autant de vigueur à ce moment n'a rien d'anodin. Car la jeunesse, au sein des partis politiques et en particulier au sein du Parti socialiste, a toujours su émerger et prendre sa place dans des moments troubles, à des instants où devenait nécessaire la concrétisation d'un nouveau souffle. Et attardons-nous un instant sur ce moment, sur l'époque. Alors qu'il sera panthéonisé dans exactement un mois, j'aimerais reprendre l'analyse de Marc Bloch. Cet historien, ce personnage de l'histoire de France, ce résistant engagé contre les régimes de Vichy. Il était autant théoricien que praticien de l'époque. Enfant de la République, il a démontré que l'histoire est cet art de rappeler aux femmes et aux hommes du présent leur capacité d'agir en société. Elle nous inspire, cette histoire. Nous la ferons vivre,
cette histoire. Car si certains souhaitent la faire taire, nous continuerons à la porter, à l'enseigner. C'est la mission qui nous est assignée, celle qui fera vivre la mémoire et l'engagement de Samuel Paty et Dominique Bernard, lâchement assassinés car vecteurs de cette transmission. Partout, les totalitarismes cherchent à effacer l'histoire. Pourquoi ? Pour nous perdre, pour que nous abandonnions toute boussole. Aujourd'hui, les unes des journaux défilent. Les expressions sur les réseaux sociaux sont de plus en plus rapides et le règne de l'instant et du feuilleton semble tout dévorer. Nous vivons une crise de l'imminence où tout appelle à réagir maintenant, tout de suite. Chacun se laisse emporter par l'ivresse du commentaire et l'intensité de l'instant finit par effacer le passé. Toute nuance semble proscrite car pas assez percutante. Alors les camarades, laissons les commentaires aux commentateurs. Peu importe les qu'en dira-t-on, peu importe les attaques. Elles n'entameront pas notre détermination à porter ce que nous sommes et ce pourquoi nous nous battons au quotidien. Car la politique se nourrit de l'histoire. Ce sont des luttes politiques qui ont bâti la France telle que nous la connaissons. Ces luttes, elles s'inscrivent dans un continuum, dans un long mouvement. Le Code du travail moderne, qui vise à protéger les salariés, est le résultat de conquêtes successives des travailleuses et des travailleurs. Il part de la reconnaissance du droit de grève en 1864. Il intègre les acquis du Front populaire de 1936, les congés payés, la réduction du temps de travail, et il débouche sur les 35 heures et la loi Aubry. Les luttes pour l'égalité entre les femmes et les hommes sont le fruit d'une prise de conscience, avec la loi de 1907 accordant aux femmes la liberté d'user de leur salaire, avec le droit de vote obtenu en 1944 et jusqu'à la constitutionnalisation de l'IVG l'année dernière. Mais ces victoires ne peuvent se contenter d'elles-mêmes, alors qu'en 2025, on dénombre déjà 48 féminicides, 48 femmes tuées sous le coup de leur conjoint. Cette forme des luttes, c'est aussi celle pour l'égalité. Peu importe l'origine réelle ou supposée, contre l'essentialisation des êtres. Notre combat contre toutes les formes de racisme, contre l'antisémitisme, a forgé notre histoire. Il est la concrétisation de notre idéal d'égalité. Il lutte contre la violence et prône la concorde dans la société. Il s'agit aussi des luttes pour le droit d'aimer librement, avec la dépénalisation de l'homosexualité en 1982, le Pax de 1999 et enfin le mariage pour tous de 2013. Des luttes au final pour le droit d'exister. Et après tout, qu'est la vie sans amour ? Au lendemain de la journée internationale de l'homophobie, de la biphobie et de la transphobie, nous voyons bien le chemin qui reste à parcourir. Car tant qu'il existera des agressions, des discriminations, tant que les pratiques de conversion continueront d'exister en Europe, la lutte devra elle aussi continuer. Et je sais que Emma, avec nos parlementaires européens, tu continueras également d'y travailler. Tant de luttes pour ces victoires, mais tant encore à mener pour changer la vie. Je crois profondément que nos luttes devront s'ancrer dans celles qui nous ont précédées. Pour autant, s'ancrer dans l'histoire ne doit pas signifier se contenter de défendre des acquis. Nous avons à prendre appui sur nos luttes passées, apprendre de nos échecs, mais nous avons aussi à penser les luttes d'aujourd'hui, la manière de les porter, la manière dont cela semble juste. Cet ancrage dans nos luttes historiques est d'autant plus important que le monde dans lequel nous vivons fait désormais fi de toutes les évidences. Il est en effet des époques où l'on a le sentiment que les bases mêmes sur lesquelles est assis le monde et la société s'effritent. Nommer le temps, c'est le politiser. Et cette mission, jeunesse engagée, nous revient. Car c'est la raison pour laquelle, chers camarades, nous avons choisi de rejoindre ce parti. La raison pour laquelle nous avons fait le choix de l'engagement. Pour tenter, à notre échelle, d'agir sur le temps. Les nouvelles inégalités, nourries par le capitalisme prédateur et la pauvreté qu'il suscite, le changement climatique et la destruction du vivant, la violence qui s'exprime partout dans la société et dans les échanges humains, les discriminations qui ne se tarissent pas, il y a dans ce temps les symptômes d'un système et d'un ordre des choses qui ne parvient plus à créer l'équilibre. Les événements internationaux parachèvent cette observation. Lorsque les alliances forgées il y a plus de 80 ans se délient, lorsque les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité refont surface en Europe et au Moyen-Orient, nous devons nous interroger. Nous devons refuser de laisser le fil de l'histoire se dérouler sans réagir. Alors que nos repères disparaissent, toute la population partage ce sentiment d'aller vers le pire. Certains l'expriment en votant pour des conservateurs, voire des réactionnaires, par nostalgie d'un passé fantasmé. Face à l'effondrement de toutes les espérances, ils décident de tout faire basculer. Ainsi naît le vote si large pour l'extrême droite, de la croyance que la démocratie n'est plus le meilleur moyen de réguler la société. Le vote pour l'extrême droite se nourrit de cette volonté, de cette nécessité du changement. Elle se nourrit aussi de ces préjugés que nous combattons par la défense et la tolérance de la concorde. Car les gens sont fatigués.
épuisés, veulent voir les choses changer, peu importe le coût, peu importe les conséquences. Et pourtant, les solutions de ces extrêmes droites sont fausses. Elles ne changent pas la vie, elles endorment un peuple dans une tendre illusion. Et pendant ce sommeil, elles excluent, elles violentent, elles cassent. La colère est muette, mais elle s'étend, et elle finira par surgir, d'autant plus violemment qu'elle est méprisée et réprimée. C'est donc à la gauche, c'est donc aux socialistes, à nous, jeunes socialistes, d'entendre cette colère, de la faire nôtre, de porter un projet de rupture pour un nouvel équilibre au service des femmes et des hommes, protecteurs de l'environnement. Et ce projet, nous l'appelons le socialisme écologique. Pourquoi le socialisme écologique ? Je pense que cette expression synthétise ce que j'évoquais jusqu'ici. Une ligne qui prend racine dans les luttes qui l'ont précédée et qui s'adapte au monde d'aujourd'hui et à ses mutations. Lorsqu'Antonio Gramsci décrivait sa perception de la lutte des classes, depuis la prison dans laquelle Mussolini l'avait enfermé, il décrivait bien cela, la nécessité de faire converger la nouveauté des luttes de l'époque et le sens commun attaché aux événements qui nous ont précédés. Le socialisme écologique, c'est une doctrine offensive. Il ne s'agit pas d'une social-démocratie verdissante, pas plus que d'un vestige du XIXe siècle auquel on aurait accolé l'adjectif écologique pour faire joli. Non, il s'agit du point de départ de nos luttes à venir. Il s'agit de l'horizon vers lequel nous sommes appelés à avancer. Cet horizon, c'est celui d'une société où les valeurs financières et marchandes sont repoussées en bas de l'échelle des priorités. C'est une société où la santé, où l'éducation, le bonheur en fait, sont des objectifs politiques, explicites et atteignables. Car la logique marchande et économique a tout corrompu dans notre société, jusqu'à la conscience des individus. Aujourd'hui, il faudrait sans cesse maximiser son gain dans une société où la solidarité n'existe plus, puisque tout calcul est individuel. Le collectif, le commun, disparaît ainsi des consciences et laisse place à une course effrénée vers la consommation. Tout cela participe à un même mouvement, qui conduit à l'isolement de l'individu. De l'isolement naît la solitude, la violence, la colère, l'anxiété. Notre époque est pétrie de ces maux, auxquels il nous revient de trouver le remède, et ce remède, il doit reposer sur ce qui nous unit au quotidien, le lien social. Comment donc recréer du lien dans ces conditions, me direz-vous ? Comment aller contre cette marche en avant de l'individualisme égoïste ? Il nous faut un outil puissant, un outil de transformation. Cet outil ne peut s'agir que de la puissance publique. Il s'agit de l'État. Et notre combat, ce sera celui du renforcement de l'État, d'un État juste, d'un État redistributeur par ses services publics qu'il met en œuvre. Car jeunes socialistes, nous refusons de voir être détricoté ce joyau français que le monde nous envie, un État fort, redistributeur à travers la sécurité sociale. Il est attaqué par les libéraux de tous bords. Nous défendrons cette protection sociale, nous la renforcerons. Nous proposons d'en élargir la base, d'en faire un outil beaucoup plus puissant au service de la lutte contre les inégalités. Alors que la reproduction sociale des inégalités conduit les plus pauvres à avoir une espérance de vie de 13 ans, il faut se rendre compte, plus courte que les plus riches, nous devons agir, car ce constat est choquant et inacceptable. Surtout, jeunes socialistes, nous devons toujours tenir haut le front de la lutte. Constatons que, de toutes les catégories de la population, il en reste au moins une qui est absolument et totalement exclue de la solidarité nationale qu'exprime la sécurité sociale, la jeunesse. Les jeunesses sont laissées à elles-mêmes, devant se débrouiller, dépendantes de la solidarité familiale dont on connaît l'aléa, mais aussi la capacité à reproduire les inégalités. Jeunes socialistes, nous proposerons donc que soit créée une nouvelle branche de la sécurité sociale, qui financera une allocation d'autonomie pour la jeunesse, comme cela d'ailleurs est expérimenté au département de Meurthe-et-Moselle qui nous inspire. Il s'agit d'un impératif de confiance envers la génération qui vient. Il s'agit d'une exigence lorsque l'on sait qu'un étudiant sur deux ne mange pas à sa faim, que le mal-logement est devenu une normalité, que le taux de pauvreté progresse chez la jeunesse. Il s'agit enfin d'une main tendue à toutes celles et tous ceux qui ne croient plus que la politique peut changer la vie. Nous battrons cette idée en brèche. Nous raccrocherons toute cette génération à l'idéal de transformation de la société par l'engagement et le choix politique. C'est l'objectif que nous nous assignons. Notre force, en tant que socialistes, c'est d'allier une représentation nationale forte et qui a été multipliée par 2 en 2024 et un ancrage local construit depuis des dizaines d'années. Nous ferons vivre cette vieille idée, mais qui n'a pas perdu de son sens aujourd'hui, le socialisme municipal. Et c'est un nordiste qui vous le dit. Le socialisme municipal a façonné nos villes, nos politiques publiques et la vie en société. Le socialisme municipal, c'est une idée simple à résumer. Construire une majorité sociale pour servir l'intérêt de tous, et surtout de ceux qui ne peuvent se défendre eux-mêmes. C'est placer l'égalité au centre de tout pour concrétiser notre idéal de liberté.
Le socialisme municipal, c'est aussi une réponse à l'agrandissement infini du monde marchand. C'est dire que la sphère privée doit être écartée de certaines activités qui ne peuvent être accaparées par les profits, à l'instar de la distribution de l'eau ou de l'électricité. Et face à cette crise silencieuse, mais particulièrement violente, qui nous touche toutes et tous, la crise du logement, le socialisme municipal suppose de soustraire à la logique marchande un bien essentiel qu'est le fait de se loger dignement. Chers camarades, jeunes socialistes, nous porterons cette exigence en 2026, lors des élections municipales, par une plateforme programmatique et en soutenant partout les jeunes socialistes qui, candidates et candidats, porteront ces idées. Car, chers amis, chers jeunes socialistes, vous êtes la relève dont la gauche, dont le Parti socialiste a besoin. Et nous serons là, tous ensemble, solidaires, pour vous soutenir. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous contenter de reforger. Nous devons réimaginer. Le socialisme municipal devra aussi intégrer une composante écologique. C'est celui-ci qui devra voir le jour en 2026. Il mettra l'accent sur les transports gratuits, accessibles à toutes et à tous, luttant contre la pollution atmosphérique tout en garantissant la liberté et l'émancipation. Il préparera l'éventualité des catastrophes climatiques dont ma région a été la victime, qui frappe déjà en forgeant une alliance de l'intérêt général territorial face aux compagnies d'assurance en recherche de nouveaux profits. Il participera à la transition climatique, mais dans la justice sociale. Je crois profondément que ces preuves que nous apporterons aux plus proches s'inscriront dans le récit que nous portons comme socialistes. Ce récit que nous devrons continuer de tenir dans les prochaines années. Ce récit qui devra aussi être le nôtre en 2027. Car la résignation n'est pas dans notre nature. Et nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu'en 2027, le jeu est fait. Nous pensons au contraire qu'il est possible de refermer ce cycle de montée inexorable de l'extrême droite en France, car tout dépendra de nous, des socialistes et de la gauche. Bien sûr, cette gauche, elle devra être unie. François Mitterrand disait « Hors du rassemblement des forces populaires, il n'y a pas de salut ». Je vois ici et là celles et ceux prétendant que les socialistes seuls n'auraient qu'à exister, revendiquer leur identité pour incarner l'alternative. Mais l'histoire leur donne tort. Non pas seulement l'histoire des luttes longues qui ont été forgées, mais l'histoire même des socialistes. Car lors du congrès du Globe, que nous commémorions il y a peu, c'est bien l'unité qui fut constituée pour faire naître la SFIO. C'est ça, notre histoire. Non pas l'émiettement, mais bien la constante volonté de rechercher ce qui nous rassemble pour servir et faire gagner nos idéaux. Face aux claniques et aux sectaires, y compris à gauche, et nous en sommes les témoins, à l'aune des nouvelles publications littéraires, nous devons incarner cette maison commune où chacune et chacun a sa place. Oui, l'espérance n'est pas morte dans ce monde. La mission de la gauche s'oppose à celle de cette extrême droite charognarde qui se nourrit des passions tristes. Au moment où l'horizon semble si sombre pour beaucoup, à nous de chasser les nuages et démontrer que le soleil peut briller à nouveau. Pour cela, nous serons toujours très clairs. Nous l'avons toujours été. Nous dénoncerons tous les autoritarismes, tous les essentialismes. C'est en continuant à vouloir unir la gauche que nous la rendrons exemplaire, que nous attirerons vers nous celles et ceux qui partagent nos idéaux, même s'ils proviennent d'une autre organisation, d'un autre parti. Nous ne transigerons avec rien de ce qui forge l'histoire de l'universalisme, des luttes antiracistes et de la lutte contre l'antisémitisme. Parce que oui, nous sommes les héritières et les héritiers de la pensée de Voltaire sur la tolérance, lorsqu'elle s'élevait contre les exactions à l'encontre des protestants. Oui, nous sommes les héritières et héritiers des Dreyfusards, lorsqu'ils dénonçaient l'antisémitisme ayant conduit à la condamnation de Dreyfus parce que juif. Oui, nous sommes aujourd'hui combattantes et combattants contre la haine visant les musulmans du fait de leurs croyances, parce que la République garantit l'égalité pour toutes et tous, peu importe les croyances, peu importe les origines. C'est la force de cette croyance inébranlable en l'universalité de la valeur humaine. Nous partageons toutes et tous cette commune humanité. Elle transcende tout, toutes nos différences. Elle est aveugle sur notre origine, sur notre religion, sur notre orientation amoureuse. Et c'est cette humanité qui a été attaquée lorsque Abou Bakr Cissé, jeune et musulman, est assassiné dans un acte islamophobe terrible. L'extrême droite menace avec une contre-révolution de l'inégalité des droits et des discours conduisant à la violence. Elle se drape dans de faux discours sociaux pour avancer à pas feutrés. Notre mission en jeunes socialistes devra être de la démasquer, de démasquer ces mensonges, car il ne suffit jamais de balancer à la face de ses adversaires politiques des noms du passé, fussent-ils chargés de la pire des histoires pour leur nuire. Nous exposons
ce qu'est réellement l'extrême droite. Nous montrerons l'impasse qu'elle constitue pour celles et ceux qui souffrent. Nous investirons également tous les territoires pour participer à ce réancrage de la gauche, partout, et non seulement dans les métropoles. Depuis le nord de la France jusqu'au sud, depuis l'ouest jusqu'à l'est, nous connaissons la souffrance de tant de nos concitoyens. Et ici, à Nancy, dans la région du Grand Est, je dois dire que je vois beaucoup de similitudes avec ce territoire que je connais si bien du Nord. Passé de fierté de la France pour son patrimoine industriel, ces hauts fourneaux qui fournissaient toute l'Europe, ces usines employant des milliers d'ouvriers partout sur le territoire, cette région et ses habitants partagent désormais l'amer sentiment d'avoir été oubliés, d'avoir été laissés à eux-mêmes. Lorsque ferment en 1979 deux hauts fourneaux à Longwy, alors qu'ils structuraient l'emploi et la vie dans la région depuis 1918, c'est une partie de ce qui fonde la fierté du territoire qui s'effondre. Alors que nous étions, avec Olivier, avec Marine Tondelier, avec François Ruffin, à Dunkerque le 1er mai pour dénoncer les suppressions d'emplois chez ArcelorMittal, nous faisons nôtre cette fierté ouvrière et nous la défendons. Nous la défendons car nous refusons de céder à la désespérance. La désindustrialisation a créé un vide dans notre pays, mais il n'est pas trop tard, les camarades. Nous rendrons à nouveau fiers les Françaises et les Français, pas par l'exclusion de ceux qui viennent d'ailleurs, mais par la construction d'un destin commun et partagé, pour vivre mieux. Notre identité, nous démontrerons qu'elle ne se forge pas en excluant, mais en construisant. Que si quelque chose doit nous définir, ce sont les montagnes que nous arrivons à soulever ensemble et non les murs que nous construisons face à d'autres. En Europe, voici la parole que la France doit porter. Car nous ne sommes pas aveugles. Nous voyons bien que les questions d'identité, de fierté, que la montée de l'extrême droite dépasse les frontières. À un phénomène européen, donnons une réponse européenne. La réindustrialisation devra être européenne, tout comme le renforcement de la puissance publique, de l'État, tout comme la défense de notre modèle de protection sociale. L'Europe a une voix singulière dans le monde. Alors que partout semblent prédominer les excès, nous incarnons un pôle de stabilité, de quiétude. Cette Union européenne, elle se fonde sur notre culture philosophique commune, partagée et métissée avec l'ensemble du globe, sur la conscience de notre histoire faite de sang et de larmes. L'Europe a érigé l'état de droit et la défense des libertés publiques comme élément fondamental, car il s'agit de ce qui garantit la permanence d'une civilisation basée sur l'égalité et la concorde. Notre modèle démocratique, l'état de droit en Europe est menacé. Ce n'est plus un risque, c'est une réalité. Les attaques ne sont plus larvées, elles sont franches, elles sont directes. Elles visent les juges, les gardiens de la liberté individuelle, celles et ceux qui luttent contre l'arbitraire, ces magistrats qui au quotidien appliquent l'égalité par le droit. Dans ces grands déséquilibres du monde, l'Europe devra tenir sa promesse au risque de disparaître. Elle doit défendre avec toute sa puissance le peuple ukrainien face à l'agression russe, face aussi aux égarements des États-Unis. L'Europe devra défendre l'humanité par des actes. Et cette humanité, elle est oubliée lorsque c'est l'indifférence qui est la règle dans les chancelleries, partout dans le monde, face au massacre qui a lieu à Gaza en ce moment même. Combien de milliers de morts supplémentaires faudra-t-il avant que les actes suivent les paroles? Combien d'alertes des instances nationales qui pointent pour certaines le risque de génocide pour que les pays, notamment occidentaux, ne fassent cesser ces crimes de guerre et ces crimes contre l'humanité? La France et l'Union européenne, quand bien même les États-Unis de Donald Trump restent aveugles à cette réalité, ont le pouvoir d'agir. Nous le disons, si les socialistes et la gauche étaient au pouvoir, l'État palestinien serait reconnu en France. L'accord d'association entre l'Union européenne et Israël serait suspendu. Aucune arme létale ne serait livrée à Israël. Et si nous croyons en la force et en la vertu des démocraties, nous devons aussi être capables de stopper celles qui s'engagent sur le chemin de la trahison à leurs idéaux et à leur histoire. Voilà, chers camarades, notre horizon. Voilà quelques combats qui sont les nôtres. Je sais que ce ne seront pas les seuls. Car chez les jeunes socialistes, nous regorgeons d'énergie, d'envie, pour investir tous les sujets, aussi intemporels que la question du temps de travail, ou bien aussi surprenant mais intéressant que la question de l'alimentation ou de l'eau. Nous avons désormais une organisation vivante, rassemblée, dynamique. Mais nous devons la hisser à un niveau supérieur. Le monde change, nos pratiques doivent évoluer. Il nous faut une organisation qui soit à la hauteur de l'urgence démocratique, à la hauteur de l'exigence militante, à la hauteur de nos ambitions communes politiques. Les jeunes socialistes, notre organisation, seront l'outil politique pour mener ces combats. Ensemble, tout comme nous l'avons reconstruit, nous la renforcerons. Nous en ferons une structure qui s'organise pour répondre aux urgences du moment, une structure autonome, une structure qui donne à chaque jeune l'opportunité d'apporter sa pierre à l'édifice de nos luttes communes. Une structure qui, pour ces prochaines années et ces prochains mois, devra porter de forts projets à faire advenir. Ils permettront aux jeunes socialistes, à vous, chers camarades, d'être partout sur le territoire outillés pour aller au combat. Nous devons être prêts. Nous devons mobiliser la jeunesse.
C'est par la mise en œuvre d'une politique de formation universelle, déclinée territorialement, que nous ferons des jeunes socialistes une organisation accueillante. Chaque militante et chaque militant de notre organisation pourra profiter de formations dès son arrivée sur l'histoire du socialisme, sur la prise de parole en public, sur la rédaction de textes de doctrine, sur le fonctionnement aussi de nos institutions. C'est ainsi, en faisant de notre organisation un lieu d'apprentissage et de la citoyenneté, que nous serons ouverts à toutes et tous, que nous diversifierons nos profils et nos parcours. C'est en revalorisant l'éducation populaire, l'apprentissage entre pairs et en étant un lieu de découverte que les jeunes socialistes se réaliseront. Nous forgerons une nouvelle génération de conquérantes et de conquérants sur tout le territoire avec notre Académie des jeunes socialistes. Tout comme est née la génération d'Épinay après ce congrès de 1971, notre tâche sera de faire naître la génération qui ira partout convaincre, rencontrer, mener la bataille culturelle et la bataille électorale pour la gauche et le socialisme, pour notre idée de la France. Le militantisme et le terrain seront au centre de notre action. Notre organisation devra continuer de se tourner vers l'extérieur, vers les jeunes dans leur globalité, mais aussi dans leur diversité, vers les collectifs de la société civile organisée, vers les associations, vers les syndicats. Mais nous aurons aussi à innover, à interpeller les citoyens, à accepter les évolutions de l'engagement. Cette bataille culturelle, nous la mènerons aussi sur le terrain des idées, sur le terrain médiatique. Nous ferons rayonner nos idées au-delà de nos murs. Mais surtout, une organisation de jeunesse socialiste ne peut être crédible que si elle est à l'image de la société qu'elle défend. Ainsi, dans la droite ligne du renouvellement des pratiques que nous avons menées ces dernières années, nous continuerons à renforcer notre exigence sur les comportements. Nous ferons de l'égalité entre toutes et tous, et en particulier entre les femmes et les hommes, une évidence. Le combat contre toutes les formes de violence, et notamment les violences sexistes et sexuelles, ne s'arrêtera pas. Il sera de plus en plus strict. Les femmes dans notre organisation, vous, chères militantes, vous êtes indispensables. Votre parole, votre vision de la société, vos exigences, vos parcours sont une richesse pour nous. Notre volonté sera plus que jamais que faire en sorte que la disparition de toute forme de domination dans notre organisation, tout comme nous souhaitons la fin de toutes les dominations au sein de la société. Cette exigence que nous avons avec les jeunes socialistes, nous la porterons également au sein du Parti socialiste. Car il ne s'agit pas d'une question de génération, il s'agit d'une question de prise de conscience. Non, nous n'attendrons pas pour avoir un parti dans lequel la violence disparaît. Nous savons que cette volonté est partagée par la direction du Parti socialiste et nous saluons les initiatives engagées dans ce sens. Car, chers aînés, vous pourrez compter sur les jeunes socialistes pour participer aux transformations internes du parti. Vous pourrez par ailleurs compter sur les jeunes socialistes pour participer à la transformation du Parti socialiste dans son ensemble, autant dans le renouvellement de ses idées qu'il porte que des outils militants qu'il met en place pour les faire valoir. Nous serons aux côtés de nos parlementaires, de nos élus, dans toutes les batailles politiques. Nous serons aussi force de proposition. Nous serons exigeants, mais nous serons également travailleurs et responsables, car l'un ne va pas sans l'autre. Aussi, alors que l'histoire du Parti socialiste s'écrira dans les jours qui viennent, et que chaque militant des jeunes socialistes est appelé à y prendre part, je pense que le message exprimé lors de notre congrès est clair. Nous refusons tout retour en arrière. Nous voulons continuer d'avancer, continuer d'œuvrer pour un parti socialiste au cœur de la gauche. Depuis 2018, tant a été fait. Désormais, les socialistes ont relevé la tête. Tant est encore à faire, mais les faits démontrent que la voie empruntée jusqu'ici a fait ses preuves. Ma première manifestation, c'était en 2016, contre la loi travail. En 2017, j'adhérais à un parti socialiste dans lequel je voyais de l'espoir, au sein duquel je voulais me faire entendre ma voix, pour qu'ils ne connaissent plus de telles dérives. Camarades, faites entendre votre voix. La voix de la jeunesse a trop souvent été écartée. Demain, elle devra être centrale. Chers camarades, vous pouvez compter sur moi et sur l'équipe qui m'entoure pour faire entendre votre voix. Dans cette équipe, j'aurai un immense plaisir à pouvoir compter Maëlys Kivy, que vous connaissez toutes et tous, pour assurer la charge de secrétaire général. Elle a toute ma confiance. Nous avons tant fait ensemble et nous avons encore tant à faire ensemble. Faire entendre la voix des jeunes socialistes, c'est la mission que vous m'avez confiée. Elle m'honore et elle m'engage. Je compte aussi sur vous, vous pouvez compter sur moi. Enfin, je placerai le début de ce nouveau mandat sous le signe de ce poème de Victor Hugo, qu'il écrivit lors de son exil, prophétisant un avenir heureux lorsque la tyrannie prendrait fin. Il disait « Oh, voyez, la nuit se dissipe, sur le monde qui s'émancipe, oubliant César et Capet, et sur les nations nubiles s'ouvrent dans l'azur immobile les vastes ailes de la paix. Au fond des cieux, un point scintille, regardez, il grandit, il brille, il approche, énorme et vermeil, ô République universelle, tu n'es encore que l'étincelle, demain tu seras le soleil. »
Ensemble, camarades, continuons, militons, engageons-nous, ne lâchons rien. Soyons cette étincelle qui demain rallumera tous les soleils. Vive les jeunes socialistes, vive le socialisme et son parti, vive la République et vive la France. Tu mi devi seppellire e seppellire
sotto